Bonjour, merci au comité scientifique de m'avoir invité. Donc je suis Pierrick Cross, je suis pneumopédiatre et allergologue, au CHU de Brest, en Bretagne. Je vais vous parler de, pathologie sifflante, asthme, et j'ai intitulé, «Sans Covid», plutôt que «et Covid» et vous comprendrez pourquoi, au fur et à mesure, de la présentation. Voilà mes déclarations d'intérêt, mais sans aucun conflit, avec l'industrie pharmaceutique et en tout cas aucun pour cette présentation. Alors, je me suis intéressé avant de préparer cette intervention à la situation, de chez vous par rapport à chez nous. C'est vrai qu'on voit qu'il y a vraiment une différence, vous êtes vraiment bien meilleurs, au niveau des cas, au niveau des décès, par rapport à la France où nous on a beaucoup plus de cas et de décès et même au niveau vaccin où vraiment, où vous êtes, le démarrage est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort. Vous voyez que nous on a attendu vraiment longtemps avant de démarrer. Donc je pense que la situation que je vais vous rapporter ici va peut-être pas être la même que chez vous puisque, c'est vrai que nous on a beaucoup plus de cas, beaucoup plus de décès. Bon, il y a une vaccination maintenant qui commence, mais avec un petit peu de retard. Donc quand j'ai préparé cette intervention, j'ai fait évidemment de la bibliographie. Donc j'ai vu pour, parler du Covid-19 ou du SARS-CoV-2, il n'y avait rien, de publié avant, l'année 2020. J'espère rien après 2021. Donc là, je peux pas venir lire dans une boule de cristal, mais en tout cas, on a bien vu que ce SARS-CoV-2, il est apparu en 2020, notamment en janvier, les premières publications. Donc toutes les théories du complot, enfin tout ce qui a pu être dit avant sur la création, je pense qu'on peut c'est pour ça que j'ai mis cette photo des conspirationnistes pour les nuls. On peut vraiment, tourner la page et se dire: «Bah, voilà, ce virus, il est nouveau et il est apparu là». Et donc on a peu de données, mais je vais vous présenter ce qui est possible. Par contre, le coronavirus, lui, on le connaît. Vous voyez que la première publication, on le voit un tout petit peu en bas à droite, c'est 1973. Il y a, voilà 443 publications sur le coronavirus. Bon, il y en a peu parce que finalement c'est pas un virus qui est important, sur le plan respiratoire ou sur le plan autre. Donc pourquoi, j'ai intitulé ma présentation «Asthme sans Covid?» C'est parce que, il y a quand même, bah, avec maintenant un an de recul, très peu d'enfants atteints. Alors pourquoi il y a très peu d'enfants atteints? On a plusieurs hypothèses. La principale, c'est ce récepteur qui s'appelle ACE2, qui est, peu exprimé à la surface de l'épithélium. Alors ce récepteur, c'est celui qui permet au virus de nous infecter, enfin d'infecter nos cellules et donc il est peu présent à la surface de l'épithélium chez les enfants, à la différence de l'adulte, et il est encore moins présent chez les patients asthmatiques et notamment allergiques. Vous voyez là sur les graphiques euh, le nombre de récepteurs. Vous voyez que quand on est allergique, on en a statistiquement moins. Pareil quand on est asthmatique, même si là c'est moins significatif. Et surtout quand on a un phénotype TH2, donc l'asthme de l'enfant, l'asthme allergique de l'enfant, on a vraiment moins d'expression de ce récepteur, ce qui va expliquer en fait finalement le moins le moins de nombre d'enfants infectés au SARS-CoV-2. Il y a aussi un effet du traitement. Vous voyez que quand on a un traitement inhalé, on a moins d'expression de ce récepteur ACE2 et puis d'une autre protéine de liaison. Même chez les patients sévères, mais en tout cas dès qu'il y a un corticoïde inhalé, on va avoir une plus faible expression de ce récepteur, donc moins de possibilités de pénétration du virus dans la cellule, ce qui peut expliquer le moins nombre d'enfants atteints. Par contre, c'est vrai que ça avait été un sujet au tout départ, on avait un petit peu de frayeur. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que quand on a une corticothérapie par voie orale continue, là, on voit qu'il y a un facteur de risque de mortalité plus important, et donc on peut se dire que, la corticothérapie par voie orale, va aggraver, l'infection et c'est pour ça qu'au départ, si vous vous souvenez, au tout début, il y avait eu des messages d'alerte qui disaient: «Attention aux asthmatiques, sont plus fragiles, il faut arrêter les traitements». On a vu énormément de mails de patients qui nous avaient dit qu'est-ce qu'on fait, on continue pas. Et très vite, les sociétés savantes s'étaient positionnées en disant que non, il n'y avait pas de facteur de risque, mais finalement, la corticothérapie par voie orale en continu chez un asthmatique sévère, donc ça représente pratiquement aucun enfant, puisque en pédiatrie, on a rarement des enfants sous corticoïdes de long cours, est un facteur de risque.
Alors moi, j'ai voulu revenir sur ce qui s'était passé en France, et je me suis vraiment intéressé au premier confinement qui pour nous était du 17 mars au 11 mai, donc l'année dernière et donc j'ai voulu voir qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce qui s'était passé en fait pendant ce confinement. Je connais pas votre situation. Nous, c'est vrai qu'on a eu un arrêt complet, de notre activité, pédiatrique et donc je me suis intéressé aux villes du Grand Ouest puisqu'on est un réseau, dans le Grand Ouest, donc Nantes, La Roche-sur-Yon, Brest et vous allez voir qu'il y a d'autres CHU qui ont participé et j'ai regardé un petit peu les passages aux urgences en comparaison aux 2 années précédentes. Et donc vous voyez qu'en 2020, sur les trois villes du Grand Ouest, vous avez une diminution moyenne de près de 60% de passages aux urgences. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a eu le confinement, il y a eu 60% de moins de passages aux urgences pour l'enfant. Chez l'adulte, ça s'est ressenti aussi, mais en moindre mesure. Vous voyez que chez les adultes, juste pour la ville de Brest, il y a eu moins 30%, donc moitié plus de passages. Et donc c'était quel que soit le motif pendant la période de confinement. Et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est les pathologies respiratoires sifflantes. Et donc on a eu une diminution extraordinaire du nombre de bronchiolites. Vous voyez que là, il y a des centres comme Angers, Nantes, Limoges, Tours qui sont rajoutés. Et à partir du confinement, on a moins 63% de passages. Et donc pour l'année 2020, pour le premier confinement, je vais attendre la fin de l'épidémie 2021, enfin 2020-2021, mais en France, cette année, pour la bronchiolite, on a à peu près les mêmes résultats, c'est-à-dire qu'on a un arrêt complet du nombre d'hospitalisations et de passages aux urgences pour bronchiolite. Je reviendrai après. Alors pour les autres pathologies sifflantes, on avait aussi l'asthme. Donc on a surtout à cette période de l'année, on a le printemps. Vous verrez qu'après on a le pollen, l'exposition. On a une diminution aussi complète du nombre de passages pour asthme, puisque vous voyez que là, en comparaison par rapport aux 2 années précédentes, on est à moins 70% de passages. Et je vous ai illustré juste sur le nombre d'appels et de passages pour asthme, que ce soit en ville ou à l'hôpital. Et par rapport à 2018-2019, on voit vraiment qu'il y a une diminution, que ce soit l'hôpital ou la ville, de tous les passages. Pour les plus de 4 ans, on a aussi une diminution importante, puisque vous voyez que là, on est à moins 55% de passages aux urgences par rapport aux années 2018 et 2019. Alors, je me suis dit, mais bon, on sait bien qu'aux urgences pédiatriques, les gens viennent parfois pour rien, pour un rhume, pour un peu de fièvre. Alors, est-ce que seulement les graves sont venus pendant cette période? Est-ce que finalement, les gens ont essayé de régler leurs problèmes à la maison, tout ce qui était sifflant, tout ce qui était asthme? Et en fait, pas du tout. Sur le nombre de passages d'asthme comparé aux années précédentes, donc le niveau de gravité, plus on est à un niveau haut, plus c'est grave. Et on voit que finalement, on a le même nombre, même si ce tableau est un peu plus difficile plus difficile à lire, on a moins de passages, même pour les asthmes plus graves, on a moins d'hospitalisation et on a moins de soins intensifs, c'était unités de soins intensifs. Donc finalement, sur les chiffres qui sont de Tours aussi, on voit que globalement, on a une diminution de tous les types d'asthme, que ce soit léger, modéré ou sévère, en tout cas de leur passage aux urgences et de leurs exacerbations. Finalement, on peut se demander où sont les asthmatiques, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période et qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui, puisque globalement, on a quand même beaucoup moins d'hospitalisation et d'exacerbation. Alors, je vais essayer de vous expliquer, enfin de trouver des tentatives d'explication par les facteurs déclenchants, l'observance ou d'autres facteurs. Alors le virus, c'est notre facteur déclenchant numéro 1 dans tout ce qui est pathologie bronchique, asthmatique, bronchiolite. On voit que dans cette étude-là, présentée en Angleterre, on avait 85% des exacerbations qui étaient déclenchées par le virus. Et donc, en cause, on a le rhinovirus, en 71%. On voit bien, et d'ailleurs, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous, en septembre-octobre, on a eu énormément d'exacerbations virales. Le VRS est le deuxième virus, et on a tous les autres, notamment le coronavirus, tout type, tout genre, pas forcément le SARS-CoV-2. Et donc, on a le coronavirus qui peut déclencher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année ? Donc, je vous ai sorti les chiffres de la grippe et de la bronchiolite. Donc, les couleurs claires sont les années précédentes. Le rouge, c'est cette année. Et vous voyez que la grippe, il n'y en a pas.
Donc je sais pas, chez nous, tout le monde s'est fait vacciner en disant: «Oh là là, attention, voilà la grippe, plus le covid, ça va être la catastrophe» et donc on s'est tous vaccinés et pour l'instant, il n'y a pas de grippe, 0. Nous, on en a eu 0 dans le service et le réseau de vigilance nous dit qu'il y a très peu. C'est-à-dire qu'avec le masque et les mesures barrières, on arrive à supprimer, complètement la grippe. C'est dommage qu'on puisse pas le faire avec le SARS-CoV-2 puisque ça aurait été chouette, mais en tout cas, il y a pas eu de grippe, donc on a eu ce facteur déclenchant-là qui a complètement disparu. C'est-à-dire que ça soit pendant le confinement ou maintenant, on n'a pas de grippe, donc pas d'hospitalisation pour grippe. Pareil pour le VRS, je me suis trompé dans le titre, j'ai mis bronchiolite, mais c'est le nombre de VRS. Donc vous avez l'année 2018, l'année 2019 et vous voyez que cette année 2020, on a très, très peu de VRS. Donc on a vraiment très peu de VRS, donc ça peut expliquer la diminution globale sur l'année, du nombre d'exacerbations virales. Par contre, on a eu, le rhinovirus, qui lui était beaucoup plus important. Vous voyez que le pic est en septembre-octobre, en tout cas, en Europe du Nord, et donc on a eu, énormément, de crises d'asthme à ce moment-là, mais pas plus que les années précédentes, même voire moins, et globalement lissé sur l'année, beaucoup moins de crises. Alors pour le SARS-CoV-2, j'ai essayé de voir s'il y avait eu, des données dans la littérature sur la possible, implication de ce virus dans les exacerbations. Finalement, il y a 10 études qui ont été, publiées, en 2020, 8 études rétrospectives. Là, je vous parlais que de l'enfant. Chez les patients qui avaient été atteints, vous voyez qu'il y a 2 914 patients qui avaient été hospitalisés, pour, une forme de covid. C'était, 56 des garçons, âgés entre 1 jour et 17 ans. 80 pratiquement n'avaient pas de comorbidité et on entendait comme comorbidité l'asthme, l'immunodéficience ou la maladie cardiovasculaire. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y en avait quand même 15 qui étaient asthmatiques et c'est avec nous l'expérience qu'on a, c'est qu'on a eu des découvertes, comme ça fortuites. Les autres signes étaient complètement aspécifiques, et donc de la toux, de la fièvre et on n'avait pas de chiffres de crise d'asthme ou, d'exacerbation sifflante, que ce soit bronchiolite. C'est ça que je trouvais intéressant dans cette étude, c'est-à-dire que, dans presque ces 3 000 enfants hospitalisés, aucun n'a rapporté d'épisode, sifflant, que ça soit bronchiolite ou crise d'asthme. Vous aviez 27 des hospitalisés qui avaient moins de 1 an, donc ça veut dire, pratiquement un tiers des patients. Bon, c'est vrai qu'on hospitalise, plus on est petit, plus on est hospitalisé. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est s'il y avait une modification dans le temps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a plus hospitalisé au début de l'épidémie et moins à la fin. En tout cas, le taux de mortalité était vraiment faible, 0,18 chez des enfants hospitalisés et quand on s'intéresse aux chiffres de l'étude, on voit que c'était que des enfants avec des comorbidités, sévères. Chez l'adulte, asthmatique, puisque j'ai pas de données, j'ai pas retrouvé de données chez l'enfant asthmatique, avec le covid, on a une étude qui montre qu'il y avait 1 500, enfin voilà, cette étude concernait presque 1 600 patients qui étaient covid plus, hospitalisés pendant la première période. 220 étaient asthmatiques, soit 14 il n'y avait pas de risque accru d'hospitalisation, et pas de surrisque quand on utilisait les corticoïdes inhalés. Finalement, puisque l'intervalle de conscience, couvre. Donc, on voit là que le virus, dans l'asthme et la bronchiolite n'était pas un facteur déclenchant. Et donc, on poursuit, vers, l'asthme et le traitement de fond. Donc ça, c'est vraiment une étude un petit peu différente qui était des données de l'assurance maladie, qui nous donnait la gravité de l'asthme. C'est ça qui était intéressant, c'était pour voir si, plus on avait un asthme sévère, plus on était à risque, de faire une infection, sévère. Et donc, dans cette étude, on voyait que c'était pas un facteur de risque, mais enfin, l'asthme n'était pas un facteur de risque, mais il y avait un coût total médical plus élevé. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que si on utilisait des bêta-2 de courte durée d'action, ça augmentait la charge médicale. Donc, en fait, si on la lit de travers cette étude, on peut se dire, bah oui, c'est plus coûteux, la charge médicale est plus importante. Donc, on peut croire que l'asthme est un facteur de risque, mais en fait, pas du tout. C'est que la prise en charge était différente et peut-être que on les prenait en charge de façon différente, mais il n'y avait pas de taux de mortalité, d'aggravation plus importante.
Donc si on exclut le virus, enfin, on va l'exclure les virus, puisque les virus ont diminué grâce aux mesures barrières. Si on se dit que le SARS-CoV-2 n'était pas un facteur déclenchant de l'asthme, comme je vous ai montré dans les 3 études précédentes, on va se dire qu'il y a aussi d'autres choses qui peuvent être rentrées en compte. Et moi, je me suis intéressé à l'observance. Cette méta-analyse de 2017 vous dit que bah, effectivement, quand on est observant, on est moins malade, on est moins hospitalisé, on a moins de corticothérapie par voie orale. Ça, tout le monde le sait. Alors, l'association Asthme et Allergie a fait une enquête qui est vraiment intéressante. En juin 2020, ils ont enquêté en France sur les patients asthmatiques. Donc, ils ont eu 1200 réponses, ce qui est quand même pas négligeable. L'enquête avait débuté en avril. Et donc, ils ont cherché à savoir qu'est-ce qu'ont fait les asthmatiques. Il y a eu plein d'appels. Pardon, il y a eu plein de démarches de la part. Au départ, c'est vrai qu'on leur a dit qu'ils étaient plus à risque. Donc, il y a eu 80% des patients qui ont répondu ont dit bah oui, nous, on pensait qu'on était plus à risque et ils ont cherché une information validée. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement, il n'y a eu que 8000 appels sur 3 millions d'asthmatiques. Donc, ce qui fait que, juste pour obtenir de l'information, ce qui fait que c'est peu finalement. Les messages ont été peut-être perçus, mais 63% des patients disent avoir essayé de contacter leur médecin traitant. Donc beaucoup ont annulé les consultations, hein. La moitié d'entre eux ont annulé leurs consultations. Je vous parle à ce moment-là du premier confinement français, où tout était fermé, hein, on ne pouvait plus sortir de chez nous. 38% avaient peur d'être contaminés et un tiers avait peur de nous déranger. Ils pensaient qu'on était occupé à autre chose. C'est vrai qu'on était dans les plans blancs à l'hôpital, mais en ville, les médecins étaient en arrêt, ils ne travaillaient plus, quoi, du tout, du tout, du tout. Donc bon, il y a eu beaucoup d'annulations. Et puis petit à petit est arrivée la téléconsultation qui nous a vraiment beaucoup aidé. Ce qui est intéressant, c'est de se voir que ces patients-là n'ont pas arrêté leur traitement de fond. À partir du moment où les sociétés savantes sont positionnées, ils ont poursuivi et ceux qui l'avaient arrêté ont repris leur traitement de fond. Finalement, on n'a eu que 5% des asthmatiques dans cette étude qui ont arrêté le traitement de fond. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils se sont autonomisés. 70% des patients ont utilisé leur plan d'action. Ce qui est vraiment intéressant, ça veut vraiment dire qu'il faut continuer à le faire, qu'il faut en reparler à chaque consultation. C'est vraiment utile. Il faut leur expliquer, puisque là, ils étaient un peu tout seuls, sans possibilité de recours aux urgences qui venaient plus. Ils avaient peur de contaminer, plus de possibilité de contacter leur médecin. Donc, ils utilisent leur plan d'action, donc ils sont autonomisés. Troisième facteur qui pourrait expliquer cette baisse de consultation, c'est la pollution, puisque qui dit confinement, arrêt de la vie, dit arrêt de la pollution, que ce soit extérieure et intérieure, c'est un peu plus compliqué à mesurer. Mais bon, cette hypothèse-là, moi, je l'écarte parce que ensuite, on a eu, enfin cette année, il n'y a plus de confinement, et pourtant, on a quand même encore une baisse des exacerbations et des passages pour l'asthme. Donc chez l'enfant, si on regarde en tapant ces mots-clés SARS-CoV-2 et asthme, on trouve qu'il y a 5 études pédiatriques pour voir s'il y a vraiment une implication de ce virus. Il n'y en a aucune sur 60 études en soins primaires qui donne l'asthme comme comorbidité, ce qui nous permet d'être vraiment rassurant. Et c'est vrai que maintenant on a 1 an de recul, on peut dire qu'il n'y a pas de facteur de risque de l'asthme. Le CDC aux USA a montré qu'il y avait quelques enfants qui étaient hospitalisés pour asthme en plus, mais sans facteur de risque supplémentaire. Bon, il y a peu de données. Ils concluent tous qu'il y a peu de données, qu'il faut faire des études, ou alors est-ce qu'il y a peu de données parce qu'il n'y a pas eu de cas? Et moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'il y a eu pas de cas, puisque quand on interroge tous les centres hospitaliers universitaires français, on n'a pas eu de recrudescence de cas, que ce soit dans l'asthme, mais que ce soit dans les autres maladies pulmonaires chroniques, mucoviscidose, maladie neuromusculaire, dyskinésie ciliaire primitive. On voit qu'on n'a pas eu de surreprésentation du SARS-CoV-2. Au début de l'épidémie, en pneumopédiatrie, il y a eu une enquête en ligne pour savoir comment on faisait. On a vu que, donc je vous parle que des pneumopédiatres. Alors c'est pas une étude française, c'est une étude internationale, et donc c'est Monsieur Papadopoulos qui l'a réalisé. Alors je ne sais pas s'il y a des pneumopédiatres qui ont participé chez vous. On a vu que on a
on a vu qu'en début avril 2020, il n'y avait que 15 cas chez 91 centres qui s'occupaient des asthmes. Ça représentait une population environ de 133 000 patients. Donc vraiment, on voit que c'était quand même exceptionnel d'avoir asthme et SARS-CoV-2. On a vu qu'il y avait moins de rendez-vous. Mais surtout, ce qui a eu tendance à apparaître, c'est qu'il y avait un meilleur contrôle pour 20% des patients. Et 10% moins bon. Et donc, il a poursuivi, M. Papadopoulos, il a lancé une étude qui s'appelle Perle Covid-19. Et donc, c'était une étude de cohorte internationale où il fallait inclure 30 patients asthmatiques, les 30 premiers qu'on voyait après notre confinement, quel que soit le pays, versus 15 témoins. Et donc, on a inclus comme ça 1154 patients asthmatiques pour 505 enfants sains. Donc, il y a des pays d'Amérique du Nord, un pays d'Afrique, et en fait, non, je sais, c'est l'Égypte qui a participé, 3 d'Asie, 9 d'Europe. Et donc on a inclus comme ça plus de 1000 patients. C'était en moyenne des garçons, comme souvent à cet âge, ils avaient 10 ans. Ce qui était intéressant de voir, c'est que seulement 40% des des patients étaient vaccinés contre la grippe en 2019, contre 20% de témoins. Les témoins avaient d'autres maladies chroniques. Alors 40%, ça pourrait paraître peu, pardon, mais finalement, c'est pas si peu que ça, puisque globalement, on a des chiffres moins bons les années précédentes. Dans cette cohorte, il y avait 11% d'asthme sévère. Et finalement, l'observance est plutôt bonne. Alors, 52%, ça paraît aussi faible, mais quand on connaît les chiffres moyens, finalement, 52%, c'est un patient sur deux qui prend correctement son traitement. On entendait correct par moins d'un oubli par la semaine précédente. Et alors vraiment, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'il y a une amélioration globale chez tous ces patients, qu'ils soient sévères ou non sévères, du contrôle de l'asthme. On a une amélioration même du VEMS et du débit expiratoire de pointe chez tous ces patients, avec moins de consultations aux urgences, moins d'hospitalisation, moins d'infections des voies aériennes supérieures, moins d'infections des voies aériennes inférieures, avec à chaque fois quelque chose de significatif entre 2019 et pandémie. Donc, j'ai pas mis de date parce que c'était en fonction de la pandémie, du début de pandémie de chaque pays. Et vous voyez qu'il y avait vraiment beaucoup moins de consultations, moins de crises, moins d'utilisation et un meilleur ACT. Même si on partait de bas, on a un ACT qui a gagné 3 points. Donc, on peut conclure que, on peut dire que le Covid ou le SARS-CoV-2 n'a pas d'influence sur l'asthme. Le confinement a amélioré de façon énorme les asthmatiques en dehors du SARS-CoV-2, hein, c'est-à-dire que l'arrêt de l'exposition au virus a permis une amélioration de tous nos asthmatiques. J'aime à penser que l'observance a été meilleure, peut-être par crainte au départ du Covid, et le SARS-CoV-2 n'est pas un facteur déclenchant et n'est pas un facteur de gravité dans cette pathologie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous ai mis deux petites photos. Voilà, les super-héros cette année, c'était bien le personnel soignant et une petite photo du Finistère où j'habite qui est sous le soleil. Voilà, je vous remercie.